Imogen, merci d'être venue à bord de notre bateau. Alors on voulait parler d'un sujet important aujourd'hui, c'est pas le sportif mais c'est l'environnement dans la course au large. Déjà c'est une édition un peu spéciale du Vendée Globe parce que c'est la première fois que les bateaux neufs ont bénéficié d'une analyse de cycle de vie. Peut-être Imogen, tu es co-responsable justement du développement durable dans la classe IMOCA, tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça a donné? Oui, bien sûr. Donc, pour le partie analyse de cycle de vie, c'est très intéressant d'être là avec toi, Roland, parce que quand j'ai commencé au sein de la classe, j'ai commencé en 2019-2020. Et le premier rapport que j'ai vu, c'était le rapport de Carriers, qui était un rapport c'était un début d'analyse de cycle de vie que vous avez fait sur le bateau Veolia en 2010. Mais par contre, entre ce rapport et moi, quand j'ai commencé en 2020, il y avait 10 ans d'écart. À ce moment-là, on ne savait pas trop l'impact de nos bateaux. Avec ces 10 années qui est passé, il y avait beaucoup de changements de nos bateaux. Il y avait des foils, on a ajouté. Et en 2020, il y avait quand même un petit momentum au sein de la classe où il y avait des skippers qui ont commencé à discuter auprès d'eux par rapport au sujet développement durable. Pour nous, le premier plan, c'était vraiment de connaître notre impact parce qu'on n'était pas trop sûr d'où on part. Et une analyse de cycle de vie pour tout le monde aujourd'hui, ça c'est vraiment de regarder tout un produit, le process derrière, le sourcing de matériaux pour donner une image globale de nos impacts de IMOCA. Et donc oui, effectivement, tous les nouveaux IMOCA qui sont là au Vendée Globe, ils sont tous passés par une analyse de cycle de vie. C'était une grande étude comparative, c'était la plus grande étude comparative dans le sport aujourd'hui qui existe. Et aujourd'hui, on est capable de dire, ok, ça c'est notre base de référence, donc via notre étude, on sait qu'un IMOCA est à peu près 400 tonnes de CO2, qui produit 400 tonnes de CO2. Et récemment, en avril, on a mis en place notre règle de réduction d'impact, parce que suite à ces ACV, on peut maintenant mettre en place une règle de réduction. Et l'idée, ça c'est de suivre la trajectoire de Paris, donc l'accord de Paris, pour réduire notre impact de 400 tonnes, avoir une réduction de 15%. Donc ça c'est à peu près 60 tonnes de CO2 par nouvelle construction dans la prochaine phase de la classe IMOCA. Donc ça commence en 2025. Et justement dans la construction, quel est le poste le plus énergivore dans la construction de bateaux? Pour nous, on a vu que ça c'est plutôt le moule de bateau. Après, il y a le foil, la plateforme. Donc, on est vraiment concentré sur ces trois postes assez majeurs parce que forcément, c'est la matière qu'on utilise aujourd'hui, c'est le process derrière et on essaie de travailler avec tous les parties prenantes. Donc, ça c'est une partie assez intéressante parce que travailler avec les parties prenantes aujourd'hui, on a cette capacité de faire ça parce qu'on a une classe et on peut travailler avec l'industrie à la fois, d'être en cohérence avec eux pour suivre un peu leur trajectoire là-dessus. Roland, toi, tu as été précurseur de ces analyses du cycle de vie dans la course au large. Quel regard tu portes justement 15 ans après, ça a mis un peu de temps quand même à arriver dans la course au large, dans l'IMOCA. Est-ce que tu as l'impression que finalement ça a été petit pas par petit pas ou tu vois ça plutôt d'un bon œil? Écoute, ça va jamais assez vite, mais c'est bien de commencer et c'est à l'image de la société au sens large, si tu veux. Donc on va focaliser sur l'IMOCA plus qu'autre chose. On pourrait parler de la voile du nautisme, on pourrait parler du sport, on pourrait parler des activités professionnelles des entreprises. En fait, on n'y connaît rien. Et moi, c'est comme ça qu'on a commencé. Ça fait un bout de temps maintenant. En fait, je me posais des questions. Il y avait ces histoires de bilan carbone qui arrivaient. Donc, on était dans le milieu des années 2000. Et on a eu l'occasion, la chance de pouvoir le faire. Et de prendre comme scope, pour le coup, moi, j'étais effectivement focalisé sur la technique, la construction, mes bateaux en carbone. Alors que je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'adore ça, le composite, franchement. Et à un moment donné, ça me sortait partout, que je me disais, c'est terrible, on peut plus faire comme ça. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait le bilan carbone et une partie en analyse de cycle de vie, mais de notre activité, en fait. Ça coûte combien à la planète un petit Vendée Globe illustré? Donc c'était la construction du bateau, l'entretien du bateau, mais aussi la vie de l'équipe, l'événementiel, les actions sponsoring et tout ça. Et de cette manière-là, je me suis rendu compte que je me trompais. Les bilans carbone, moi j'ai toujours tendance à dire, et puis on y travaille professionnellement depuis plus de 12 ans maintenant,
c'est un peu comme les bilans comptables, hein. On peut faire dire ce qu'on veut et il faut être bien d'accord sur ce qu'on dit. Il faut pas, voilà, on peut arranger ça, mais c'est bien en même temps d'avoir le factuel pour pouvoir faire du relatif. Et donc en fait finalement il y avait des actions au sein de notre métier qui étaient bien plus faciles que de remplacer le carbone du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on avait une entreprise qui aurait pu faire des vélos, des brosses à dents ou autre. On a une équipe qui tourne, on a de la logistique, on a un bâtiment, de l'énergie, enfin tous les trucs basiques qu'on connaît aujourd'hui. Et là, il y avait des vrais leviers. Sur la construction elle-même, il y avait des progrès à faire, en optimisation, je dirais. Mais on voyait déjà que pour améliorer les choses, il faudrait envisager un changement de paradigme, entre guillemets. Et donc, il s'accompagnerait par des changements de règles, par des changements de comportement et des changements finalement de vision de notre sport dans l'avenir. Et puis, effectivement, ça s'est vérifié puisque Eleven Sauer a fait en 2020, plus 2021, oui, aussi. 2021, Ouais, sa restitution d'ACV, là. Oui. Et on a pu voir qu'en 12 ans, à peu près, de différence de construction, on avait doublé, quoi. On a pu voir, grâce à leur ACV, que les foils qui étaient arrivés coûtaient 20% de la construction du bateau, à peu près, hein. Ça faisait beaucoup, quoi. Techniquement, on peut améliorer les choses, c'est sûr, et c'est bien que toutes les parties prenantes du milieu, du monde du composite, du monde de la conception, s'y mettent. Mais en fait, on voit comme pour tout un tas de choses, pour l'énergie, et dans tous nos modes de vie, que l'optimisation ne suffira pas, quoi. Et qu'il faudra faire des coupes ou envisager autre chose, mais tout doit se faire en même temps. Et la première difficulté, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de donner de l'appétit à tout le monde autour du sujet, quoi. Et ça, c'est justement cette difficulté-là, vous la ressentez, j'imagine, avec la SNCA, tous les skippers sont peut-être pas forcément d'accord, d'aller vers une même direction, sachant qu'il y a aussi les sponsors derrière qui payent cher pour avoir leur nom sur leur bateau et potentiellement pour gagner. Oui et non, en fait, c'est un peu comme notre société. On a une vraie image à la fois de qu'est-ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Et ça commence d'abord par rapport à la pédagogie, parce qu'en fait, au début, quand on a parlé d'analyse de cycle de vie, c'est très normal. Il y a les gens qui, qu'est-ce que c'est une analyse de cycle de vie? Donc il y a tout un tas de pédagogie à faire. Notre industrie à ce moment-là, le sport, l'industrie nautique, on n'est pas du tout mis à certain type de réglementation, de législation par rapport à ça. Donc c'est très normal qu'il y a pas une malcompréhension des choses, mais c'était juste on avait besoin d'une petite éducation par rapport à ce qui se passe. Et grâce à ces 4 dernières années des ACV, c'était un vrai bon moment pour aussi éduquer toutes nos équipes par rapport à qu'est-ce que c'est la réduction d'impact, comment on peut commencer à intégrer d'autres aliments dans notre sport pour continuer à faire la compétition, mais intégrer cet aliment qui est la réduction d'impact, et cette réduction d'impact d'être plus en lien avec l'environnement là-dessus. C'est pas un process qui dure ou qui commence tout de suite, c'est quelque chose qui est assez long parce qu'il faut quand même changer les habitudes des gens. C'est un peu frustrant à la fois, mais en même temps, je trouve que c'est très normal. Vous n'êtes pas face à de grosses réticences Évidemment, j'imagine il y a des gens qui sont pas... C'est normal aussi, c'est des challenges. Et c'est très bien en fait. C'est pas pour voir ça comme une difficulté. Ok, il y a des gens qui ont en face de nous qui sont réticents. Ok, super. Il faut qu'on travaille avec eux. Il faut les écouter. Parce que si on ne les écoute pas, on va jamais comprendre leurs difficultés, leur frustration derrière ça. Et tout ça, ça prend du temps. Effectivement, on aimerait bien que ça accélère. Mais là, on commence à voir qu'il y a une vraie compréhension autour de ce sujet. Et d'être capable de voter une règle si complexe qu'on a voté en avril, c'est quand même, je trouve que ça c'est quand même une bonne réussite là-dessus. Et d'avoir l'industrie qui commence à réfléchir par rapport à ça. Ils ont clairement dit que c'est compliqué notre règle et c'est difficile même juste de diminuer les émissions par 15%, mais c'est faisable. Pour revenir sur cette règle, justement, il y a l'histoire de la voile verte qui a déjà été introduite. C'est une voile sur les 8 embarqués à bord. C'est 25% de cette voile qui doit avoir une réduction d'impact. Ça représente finalement un petit grain de sable, quoi. Vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment peut-être plus un effet d'annonce que vraiment un changement?
C'est très bien. J'aime bien d'abord l'histoire de cette règle parce que aussi c'était quelque chose qui a commencé en commission sportive. Je crois que c'était Paul Maire qui a commencé à interroger un peu le sujet. Il dit ok, là on travaille sur la partie construction de bateau, mais on n'a pas forcément touché les voiles. Est-ce qu'il y a un impact derrière ces voiles? Et c'est vrai, l'impact derrière une voile en course au large c'est assez faible. Par contre, si on prend toute la communauté de la voile, et on prend des kites, des planches à voile, toute cette communauté-là, on a quand même un impact. On a un impact pas qu'en France, c'est à un niveau international. Donc si nous, on peut être une espèce de précurseur qui essaie de vraiment diminuer cet impact de nu voile en course au large et montrer qu'il y a un chemin là-dessus. Donc la voile verte, ça a commencé comme une règle. Ça a commencé forcément par discuter avec tous les voileries par rapport à qu'est-ce que c'est leur vision d'une voile à moindre impact. Et on s'est dit, ok, ça c'est très bien. On veut accepter toutes ces idées, mais par contre, il faut qu'on soit un peu au même niveau par rapport à la partie fabrication, des choses comme ça, parce qu'on a fait des analyses de cycle de vie, certainement, et on a vu qu'il y avait des points chauds qui étaient vraiment évidents. Et donc, c'était trop de déchets pendant la période de fabrication, l'énergie qu'ils utilisent, le transport qui était utilisé aussi. Et au début de cette règle, on s'est dit on va travailler ces trois éléments-là. On a réduit par 30% l'impact de 30% par chaque kilo de voile fini. Donc c'était juste dans la première année avec tous ces voileries-là. Et après, c'était les voileries qui nous disent on va aller beaucoup plus loin. Parce que là, c'est bien, on est tous fédérés autour de ce sujet, donc déjà c'était une très bonne chose parce que entre eux, c'était la première fois qu'ils se discutent par rapport à un sujet. Là, on commence une certification en fait, ça va être la première certification. Un peu comme le Nutri-Score que vous voyez sur un paquet de biscuits. On va finir avec les voiles qui sont gradées A, les voiles qui sont gradées E et les voiles forcément qui sont gradées A. Ils ont un meilleur impact que les voiles qui sont gradées E. Et normalement, on lance ce process en janvier l'année prochaine. Roland, toi tu connais bien surtout l'utilisation des matériaux. Les matériaux c'est aussi un impact important dans les bateaux de course. Tu l'as expérimenté là récemment avec la construction de ton catamaran. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une voie qu'on peut prendre en modifiant les matériaux à bord et est-ce que vraiment on pourrait remplacer le carbone sur les bateaux de course de demain? Oui, on pourrait remplacer le carbone qui est au bout de nos cannes à pêche, on pourrait remplacer le carbone qui fait le pied de la caméra qui nous filme, on pourrait remplacer le carbone. Là, c'est rigolo, hein. L'année dernière, on a en France le salon du composite, un des plus grands salons mondiaux, hein, le salon du GEC. On avait gagné un prix avec notre Kerlin, notre matériau biosourcé, là. Et puis je partais du GEC et j'étais en haut des marches, c'était au salon de Villepinte, là. Et j'ai eu le flash, quoi. Mais en fait, la colle, la résine, le composite, c'est comme le sucre, on est drogué, on nous a drogué de ça. Et on est né dans le sucre, et on est né dans les matériaux composites, et dans toujours plus, mieux, machin, truc, sans regarder ce qu'on laissait sur le bord de la route. Et donc en fait, on est complètement pollué par tout ça. Donc penser à faire autrement, intellectuellement, c'est hyper dur, quoi. On pourrait aujourd'hui faire naviguer les bateaux de l'IMOCA en fibre de verre, de basalte, de lin, en bois, en tout ça. On n'irait pas aussi vite, c'est sûr. Ça serait pas la même chose, c'est sûr. Mais en fait, les skippers, au final, tu nous donnes des baignoires, on se bat les uns contre les autres, on est content, hein, il y a toujours un premier. Mais culturellement, ça devient terrible, parce qu'on pense marche arrière. Il n'y a pas un matériau aujourd'hui, quand on est dans le principe de caractéristiques de performance tel qu'on l'entend, vitesse, accélération, qui remplace le carbone. Il y a une ou deux alternatives qui ne sont pas moins impactantes, donc on peut pas trouver mieux, quoi. Donc si on veut trouver mieux dans une quête de performance environnementale, il faut accepter le fait que ça va être un petit peu différent. Mais globalement, les foils, on a fait des petits foils, et puis on fait des petits foils depuis finalement longtemps, et puis à un moment donné, on a réussi à les faire tenir en structure, puis on se dit, ça marche pas mal, et puis on va rajouter un peu d'envergure. Donc on est parti d'une envergure de moineau sur les IMOCA, globalement, on arrive sur des envergures d'albatros. Et si on revenait à une envergure de merle, par exemple, clic, et là, on a une facture CO2 qui diminue immédiatement. Donc il y a des choses avec les matériaux existants qui peuvent être optimisées.
Il y a des choses comme Imogène parlait des voiles, où effectivement nous on bosse avec CLM et All Purpose là, sur le développement d'une membrane. Alors, on est plutôt dans la CV, nous, sur cette partie-là, mais qui soit pour le coup entièrement green. Il faudra s'entendre sur le fait, alors je parle du Nutri-Score, c'est vachement bien, mais il y a le Nutri-Score pour être totalement green, mais il faut rentrer la durabilité là-dedans aussi. Alors, le bio, une coque de bateau biodégradable, ça peut se discuter aussi, tu vois. c'est pas évident. Il faut quand même pouvoir franchir la ligne d'arrivée en toute sécurité. Et le durable, le plus propre, ne doit pas amener à refaire un monde d'éphémères et de jetables sous prétexte parce que c'est des fausses bonnes idées. Donc tout ça c'est hyper compliqué, mais en termes de matériaux, en tout cas oui, avec les fibres végétales et des résines associées, et là ça avance vraiment pas assez vite pour le coup, et on est trop peu à s'en occuper, et on est trop peu à essayer de bouger les lignes, parce qu'il n'y a pas de secret. Pour que tout ça soit durable, rentable et viable, il faut passer à l'échelle, il faut passer des volumes, il faut que des filières s'organisent. Alors à force de faire des petits coups d'essai et de montrer que c'est possible, j'espère que le plus grand nombre s'en emparera. L'IMOCA ne pourra pas faire un bateau en lin demain matin avec les règles qu'elle a, c'est impossible. En revanche, l'IMOCA a une valeur, je dirais, symbolique dans le sens où aujourd'hui la course au large, on voit ce que c'est, on voit les pontons derrière, on voit le succès de tout ça. Et il y a la même responsabilité sociétale en fait que Mbappé qui fait le tour du terrain à la fin du match avec une gourde ou avec une bouteille plastique. Ce qui délivre au plus grand nombre, c'est hyper important quoi. Ouais, donc c'est un coup pour skipper aussi de faire finalement, d'expliquer aux gens que ça peut être fait différemment, et c'est une responsabilité du skipper quoi, auprès de son sponsor et auprès du public. Oui, complètement. Et il faut réussir à changer l'image. On est né là-dedans et ma génération, on est responsable aussi de cette quête de la compétition, de la vitesse, de la perte. On est tous responsables d'avoir créé un petit monstre en fait. Qu'on fasse du bateau à voile ou tout ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on a oublié de regarder ce qu'on laissait sur le bord de la route.